Alors, Daniel, nous voici dans cette deuxième partie de la conférence du 28 septembre 1984, période de questions. De mémoire, il me semble avoir déjà lu ou entendu, ou peut-être une certaine phrase du genre telle que « Celui qui voudra sauver son âme la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. » S'il vous plaît, peux-tu nous expliquer ton interprétation et cette citation était-elle du Nazaréen, soit Jésus? Oui, c'est ça qu'il y a. C'est que la citation vient du Nazaréen, donc de Jésus. Et disons que lui, c'était le premier qui est venu parler de l'âme en voulant dire que justement, il ne fallait pas que tu sauves ton âme. Et celui qui va perdre son âme, justement, ou perdre à cause de lui, là, la gagnera. Mais ce qui va gagner, c'est pas l'âme, évidemment. Par contre, le Nazaréen était en avance de son temps, on peut constater. On n'a pas encore réussi à appliquer ce qu'il disait il y a 2000 ans. Mais tout à l'heure, moi, les enseignements sur lesquels je faisais référence, c'était les enseignements donnés par les autres hommes par l'intermédiaire d'une religion bâtie sur le dos du Nazaréen. Mais le Nazaréen, en disant ça, ben effectivement, avait raison. L'homme ne doit pas sauver son âme. C'est évident. Résumé. Avoir de la misère à s'adapter dans la matière, savoir que l'homme est manipulé par l'esprit et que l'homme ne peut rien faire, l'ego se révolte et ne peut plus rien savoir du monde. Question. Est-ce un début ou état de changement mental face à l'énergie de se foutre de tous? L'énergie est froide. Claude. Bon, premièrement, il y a se foutre de tous, c'est l'ego. L'ego se fout de tout. Et l'ego, dans le tout, ben, ce qu'il ne se fout pas, c'est ce qui lui rapporte de quoi. Et quand ça lui rapporte plus, ben, il se fout de tout. Ça, c'est typiquement l'ego, c'est typiquement humain aussi. Maintenant, quand on parle de se rapporter à l'ego global, pas aux petites parcelles de l'ego qui veulent avoir un biscuit, puis l'ego complet qui veut plus rien savoir de personne. C'est l'ego global. Alors, avoir de la misère à s'adapter dans la matière, ben, c'est simplement l'ego, effectivement, qui a de la misère à régir le temps matériel, à faire une correspondance entre son temps psychologique, donc le temps astral, le temps psychologique de l'homme, par rapport au temps de la matière. Maintenant, savoir que l'homme est manipulé par l'esprit, l'homme est manipulé par n'importe quoi, parce qu'encore là, il faudra savoir quel homme qui est manipulé. Parce que si on parle de l'homme physique, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme astral, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme mental, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme vital, il est manipulé par l'astral. Mais l'homme qui se plaint d'être manipulé, c'est l'homme astral, l'homme psychologique. C'est lui qui se plaint d'être manipulé, puis il est manipulé par lui. C'est-à-dire que il y a plein de contradictions à l'intérieur de cet homme-là, donc de l'âme, de l'astral, de l'individu. Et l'âme, là-dedans tout seul, il devra faire par une entité intelligente, donc par le mental. Est-ce un début d'un état de changement mental face à l'énergie de se foutre de tous? Non, c'est simplement une évolution normale de l'ego. Et l'ego est continuellement en transformation, soit en solidification, soit en désagrégation. Alors, la solidification va être menée par le mental, puis la désintégration par l'astral pour l'instant dans l'état actuel des choses. Et c'est une manifestation simplement de l'ego qui peut être aussi bonne qu'elle pourrait être, disons, néfaste pour l'individu. Chose qui est sûre, c'est que se foutre de tous ou de tout, c'est pas nécessairement mauvais. Mais perdre le respect pour tout, ça, c'est absolument mauvais. Et ce que j'entends par respect, c'est pas un respect moral, pas un respect parce qu'on doit respecter. Tu respectes pas le premier ministre du Canada parce qu'il est premier ministre du Canada, puis parce que tout le monde le respecte. Ce respect-là, c'est un respect moral, c'est un respect idiot. Tu respectes parce que le mental est capable de voir que chaque chose a une place, et quand la chose est à sa place, ben ne bouge pas la chose de là. Donc, tu respectes. Ça, c'est le vrai respect, disons, qui va être donné par le mental chez l'homme. Se foutre de tout, oui, peut-être, mais respecter. Si tu veux absolument te foutre de tout, tu rentres dans un salon mortuaire, puis tu pars à rire, puis tu commences à pousser des farces, un service en attire un autre, etc. La ligne est morte quand tu prends le téléphone. Bon, je sais pas. Ben évidemment, disons que tu te fous de tout, mais les individus qui sont là sont pas aptes, vibratoirement parlant. Alors, ce qui fait qu'il y a un respect. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place, il ne faut pas que tu perturbes les choses qui sont à leur place.
Qu'est-ce que l'atome germe? Et quel est le rapport entre lui et l'âme, Richard? Bon, l'atome germe, premièrement, c'est un mot hein, qui peut définir immensément de choses. Le rapport entre lui et l'âme, ben vois-tu, Richard, l'atome n'est pas la matière, n'est pas l'agrégat, le début de la matière, parce que l'atome est constitué de plusieurs choses. Disons que je ne remarquerai pas trop à l'intérieur de ça, parce qu'en plus des électrons, des neutrons et des protons, ben il y a d'autres phénomènes qui constituent ces choses-là. Et l'âme n'est pas atomique dans le sens matériel de l'atomicité. Par contre, l'âme, elle est atomique, mais c'est pas une atomicité comme la matière. Alors, ce qui fait qu'on rentrerait dans des contours légèrement scientifiques et pas mal trop compliqués. Est-ce que la loi d'attraction joue un grand rôle à ce moment-là? La loi d'attraction joue un rôle dans tout ce qui est régi par le temps. Donc, automatiquement, dans la matière, comme dans le vital, comme dans l'astral, comme dans le mental, comme dans le supramental, comme dans le bouddhique, comme dans le divin. Tout ce qui est limité par la matière, dans l'univers qui va être justement spatio-temporel, dans lequel, par hasard, évolue la planète Terre, au fin fond d'un univers, dans le fin fond du perdu, ben tout ça, c'est régi par la loi d'attraction, donc la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est une loi qui attire, et qui parle d'attirance, parle de déplacement, puis le déplacement, c'est la même chose que le temps et l'espace. Alors, ce qui fait que c'est évident que ça, les mêmes lois vont régir l'atome matière, l'atome germe, que les atomes au niveau vital, au niveau astral, au niveau mental. Maintenant, à un moment donné, c'est plus des atomes de matière comme on va connaître au niveau, par exemple, de l'atome... Tel que la science le connaît présentement. C'est ça. Est-ce que l'âme est un monde d'entités qui manipule l'homme par le biais de la pensée? Et quand l'homme devra briser l'œuf, il devra détruire l'âme ou le monde d'entités pour être libre? La question est, est-ce qu'il devra détruire l'âme ou le monde d'entités pour être libre? Bon. L'homme n'arrive à se libérer que s'il se libère, lui, de lui-même. Alors ça, c'est la base même de la transformation de l'humanité. C'est quand l'homme arrive à se changer lui et en prenant comme point de repère pour vérifier son changement, lui. Moi, je suis bon par rapport à moi. Je suis plus bon qu'un gars qui est bon par rapport à un autre. Alors, est-ce que l'âme est un monde d'entités qui manipule l'homme? L'âme est une entité au même titre que le corps physique est une entité matérielle. L'âme est une entité astrale. Maintenant, le domaine des morts va être régi par des lois qui vont aussi régir le domaine des vivants du côté de l'astral, avec évidemment une facilité, disons, beaucoup plus grande, étant donné qu'il n'y a pas la limitation du corps physique et les attractions mentales, parce que dans le domaine des morts, sachons-le, le mental ne se trouve pas là. Dans le domaine des morts, il n'y a que l'identité même qui lutte pour rester en vie, c'est-à-dire qui lutte pour rester identifié. Dans le domaine des morts, il n'y a que l'astral. C'est là que les fantômes, c'est là qu'il y a un paquet de cossins dans le genre qui s'amusent par le biais de l'astral vivant, donc de l'astral relié à un corps physique, à faire peur et à manipuler les individus. Alors, l'âme, c'est l'homme identifié. L'âme, c'est vous autres. Vous avez chacun une âme, c'est-à-dire qu'en réalité, le mental a une âme, le vital a une âme, le physique a une âme, puis la psychologie, vous autres, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement, vous êtes l'âme. Et vous êtes une entité, astrale en tant que âme et physique en tant que matière. Expression de l'ego dans la matière. Et quand l'homme devra briser l'œuf, c'est-à-dire que quand l'œuf lui-même va être digéré par l'ego, il devra détruire l'âme ou les mondes d'entités. Les mondes d'entités, on s'en balance parce que, automatiquement, si vous détruisez les cordes qui servent à manipuler la poupée, ben, la poupée n'est plus manipulée ni par les cordes, ni par l'utilisateur. Alors, ce qui fait que la poupée, disons la marionnette qu'on manipule avec des cordes, ben, elle n'a pas besoin de tuer l'utilisateur pour être libre. Juste couper les cordes, ça suffit. Puis après ça, ben, les cordes, il n'y a plus rien. Il a beau vouloir, l'utilisateur, il ne peut pas rien faire. Dans le domaine de la matière, il pourrait rattacher les cordes. Dans le domaine humain, présentement, ça, c'est impossible parce que les énergies supérieures vont s'occuper du manipulateur s'il veut rattacher les cordes. Alors, ce qui fait que l'homme, non seulement
il ne doit pas détruire le monde des entités, mais il ne peut pas. Détruire le monde des entités, ça veut dire que quand moi j'arrive à me parfaire, je vous détruis toutes vous autres. Pour être sûr que vous n'irez pas nourrir l'astral planétaire, pour être sûr qu'elle ne recommencera pas à me manipuler. Il faudrait que je détruise l'humanité complète. Et ça, il y a déjà des races qui ont pensé ça, qui ont voulu détruire les bases, les pignons de l'astral planétaire dans le domaine de l'homme. Et le dernier à avoir tenté d'éliminer les vestiges karmiques les plus, disons, empêcheurs dans l'évolution de l'homme, empêcheurs par rapport à un concept, d'une partie de la visualisation de la réalité, ça a été Adolf Hitler, quand il voulait exterminer les Juifs, et par après d'autres races. Mais ça n'a rien réglé le problème aux autres, alors ce qui fait que si l'homme arrive à détruire son âme ou à se libérer lui-même, ben non seulement il ne peut pas détruire les entités, mais si je détruirais les entités, ça veut dire qu'il faudrait que je balaye le reste de la Terre au complet. Et je resterais pris avec la Terre comme différents grands maîtres sont pris avec la Terre. Alors, tu peux rire. Peux-tu nous expliquer la différence entre l'âme sœur et l'âme jumelle, Diane? Bon. L'âme sœur, c'est une espèce de forme astrale qu'on appelle une âme et qui est reliée à un corps différent ou qui est en stagnation, donc dans l'attente de recevoir un corps, donc de se réincarner. Bon. L'âme sœur, c'est une âme qui, de par sa vibration, va coordonner d'une façon presque parfaite avec l'âme sœur. Donc, l'autre âme. Parce que quand on a une âme sœur, ben, il y a deux âmes sœurs, ça va de soi. Pour que chacun ait son âme sœur. Alors, ce qui fait que l'âme sœur, c'est une forme vibratoire similaire, masculine ou féminine, hein? C'est-à-dire que le corps physique peut être masculin ou féminin. L'âme sœur, c'est une forme de vibration astrale qui va à ravir avec la vibration égoïque et amifique de l'individu. L'âme jumelle, c'est simplement quand on a, puis les âmes jumelles, il y en a plein sur la Terre, beaucoup plus que d'âmes sœurs d'ailleurs. L'âme jumelle, c'est quand un individu apparaît, c'est-à-dire que lors de la réincarnation chez la race humaine, typiquement humaine, celle qui a été fusionnée à la race violette à un moment donné, lors des réincarnations humaines, il y a plusieurs formes d'ego qui se réincarnent pluralitairement dans un individu, et cet ego-là se réincarne, disons, dans 7 individus en même temps, et 7 autres égos se réincarnent dans les 7 mêmes individus, ce qui va créer une forme, disons que ça, on en a déjà parlé pas mal en profondeur lors de la conférence sur la réincarnation, mais ces individus-là qui vont naître et qui ont plusieurs formes d'égocentricité chez eux, on a une réincarnation pluralitaire, devront la fusionner, et automatiquement, ben, tous les individus les véhicules physiques qui sont les supports des mêmes personnalités réincarnatives, ont donc des âmes similaires, et ce sont des âmes jumelles. Au même titre que des jumeaux ou des jumelles, par exemple, qui vont naître du même ovule. Alors, ces âmes jumelles, c'est différent, et selon l'expérience de chacune de ces âmes jumelles-là dans leur domaine de vie différent, parce que les âmes jumelles ne naissent pas de la même mère, très rare. Les âmes sœurs, ça peut arriver. Par contre, les âmes jumelles vont naître dans différents contextes sociaux et contextes matériels qui vont leur donner une expérience différente et qui va automatiquement les différencier de façon à ce qu'ils ne soient pas âmes sœurs, parce qu'automatiquement, ben, il y aurait une tentative de l'astral de reformer les entités antérieures de par la mémoire, puis les entités matérielles, vivantes, physiques, les êtres humains, auraient des sacrés problèmes. Alors, ce qui fait que c'est la différence entre l'âme sœur et l'âme jumelle. Et on ne doit pas rechercher son âme sœur, on ne doit pas rechercher son âme jumelle, on doit s'en balancer. Si tu attaches 2 oiseaux l'un à l'autre, bien qu'ils aient 4 ailes, jamais ils ne voleront. Alors, faut pas. Est-ce que lorsque l'individu, Daniel, n'a plus d'âme? C'est plus un individu. D'accord. L'être qui n'a plus d'âme, qu'est-ce qui arrive à son plan physique vis-à-vis l'âme sœur? Vis-à-vis l'âme sœur? Ah, ça, il n'y a aucun rapport. Si l'être qui n'a plus d'âme n'a automatiquement plus d'âme sœur. OK. Est-ce que... À moins que l'âme sœur n'ait plus d'âme. OK.
Ce qui est fort possible, parce que si, à ce moment-là, les cheminements devraient marcher parallèlement parce qu'ils se sont incarnés avec le même taux vibratoire. C'est-à-dire que tout dépend toujours de l'âme sœur, elle est similaire à l'autre et non pas identique, similaire, et par attrait vibratoire, l'une compense pour les problèmes de l'autre, alors ce qui fait qu'ils vont presque se relier ensemble. Pas nécessaire qu'ils se marient dans le domaine de la matière. OK? Ça peut être juste au niveau de phénomènes astraux que ça peut se passer. Donc, tu peux connaître ton âme sœur, mais consciemment, tu le sais pas. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ton expérience physique transforme aussi ton âme. Alors, l'âme sœur, qui a déjà été, disons, vantée par certaines traditions ésotériques ou certaines écoles qui prônaient ça, la recherche de l'âme sœur, marie-toi avec l'âme sœur. Ben, tu peux te marier avec l'âme sœur, mais dans 15 ans d'ici, l'âme sœur risque d'être une âme frère ou une vraie sœur. Tu te chicanes avec. Hein? Alors pourquoi? Parce que les deux contextes sont différents dans leur vie, à moins que les deux se marient, travaillent à la même place, fassent toutes les mêmes choses à la même place en même temps. Ce qui, dans le domaine de la matière, est impossible. Parce que si tu te casses une jambe, il faudrait que je me force en crime pour passer la même expérience que toi. Bon. Alors, ce qui fait que les âmes sœurs, c'est des phénomènes qui existent, c'est des phénomènes authentiques, mais le travail avec l'âme sœur, chez l'homme, ça peut pas fonctionner. Pour plusieurs raisons. L'âme sœur d'un individu, si toi tu rencontres ton âme sœur, tu vas pouvoir détecter que c'est l'âme sœur. Mais quelle est la parcelle de l'ego en toi qui est assez parfaite pour pouvoir savoir que cette âme sœur-là fit avec lui ou avec les parcelles non complètes ou avec les parcelles non fusionnées de l'ego ou avec les parcelles qui se désagrègent de l'ego? Qui va décider que l'âme sœur fit avec quoi là-dedans? Mon âme sœur à moi, est-ce que c'est mon mental qui est en vibration? Mon astral qui est en vibration? Mais quelle partie de l'astral qui vibre avec quoi? Une forme d'âme sœur, c'est quand, physiquement parlant, deux individus tombent en amour l'un de l'autre. Mais c'est là, ils s'entendent, tout est parfait. Mais il y a des choses qui fit. Mais dans tout l'égrégore complet de l'ego, ben quand l'ego, là, qui ne fit pas avec l'autre, va revenir à la surface, l'âme sœur de l'autre, ça va être quoi? Deux âmes sœurs absolument parfaits, qui sont totalement personnalisées, qui sont totalement identifiées. C'est des âmes sœurs en voie de disparition. Et ce sera plus des âmes sœurs. Ça peut être des mentales sœurs. On dit qu'à ce moment-là, il y avait plus de chances que deux âmes sœurs se rencontrent et que ça fonctionne lorsqu'il y avait une évolution moins rapide sur la planète Terre. Exactement. Plus l'évolution est lente, plus ton âme sœur, tu vas pouvoir vivre avec. Deux choses. Moins tu vas vivre longtemps, puis plus l'évolution va être lente, ben plus ça va être utile, disons, de rencontrer une âme sœur. Mais quand tu vis 50 ans de plus qu'avant, parce qu'avant, on se mariait pour la vie, mais on se mariait, puis au bout de 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, on mourait. Maintenant, tu te maries pour la vie, puis au bout de 75 ans, tu es encore en vie. Fait qu'à un moment donné, les âmes sœurs, puis tout le tralala, ça marche plus. Alors, ce qui fait que plus l'homme va vivre longtemps, plus il va avoir de l'expérience, plus les âmes sœurs vont être déformées, et plus l'homme va évoluer rapidement, moins les deux vont être capables de suivre. C'est absolument normal. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs âmes sœurs? Ah, ben, t'en as une, disons, sur le moment, mais au cours de ta vie, il se trouve qu'effectivement, oui, tu as rencontré plusieurs âmes sœurs. Selon ton taux vibratoire. Et normalement, plus tu vas augmenter ton taux vibratoire, plus les âmes sœurs vont avoir tendance à se grouper autour de toi. Tout ce qui monte converge, et puis les taux vibratoires de chacun des individus vont attirer les âmes sœurs. Ce qui fait que, normalement, tu devrais arriver à pouvoir avoir, disons, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir d'attraction, plus tu vas finir par pouvoir rencontrer tes âmes sœurs. Mais l'âme sœur, faut toujours savoir que dans le domaine de l'homme, une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation, et puis l'union de l'homme avec l'homme est toujours limitée. Puis ça, tant que l'homme va être ce qu'il est, il faut absolument qu'il se souvienne de ces deux phénomènes que l'homme pourrait prendre plaisir à appeler lois. Disons que c'est deux lois qui régissent l'évolution de l'homme. C'est qu'une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation parce que l'union est limitée entre les hommes. Pourquoi? Comme tu l'as dit, parce que l'évolution de chaque être humain est de plus en plus rapide, ce qui fait de plus en plus différent aussi. Est-ce qu'il y aurait une relation? Je ne dis pas que c'est ça, là, mais est-ce qu'il y aurait une relation entre l'initié qui n'a plus d'âme et l'androgénité? Vois-tu, être androgène, c'est, disons, ne plus avoir de différenciation sexuelle. L'initié qui n'a plus d'âme et qui a un corps, présentement, a toujours un corps sexué.
Pour arriver à l'androgénéité, il faut absolument que les carrefours d'énergie, communément appelés centres d'énergie, mais disons que c'est une fausse appellation, les carrefours d'énergie, Chakra. c'est ça, les chakras, que ces carrefours d'énergie-là cessent de stocker l'énergie, mais pour la relaisser couler librement dans l'homme comme chez l'enfant, qui, comme tel, est androgène, sauf de par la génétique. Mais avant de laisser les carrefours d'énergie redistribuer l'énergie, il faut qu'ils soient remplis. Parce que l'homme n'a pas le quota total d'énergie vitale et solaire et tellurique en lui pour permettre aux cellules de pouvoir, premièrement, se procréer, donc se diviser, se multiplier en gardant le même quota de vitalité, ce qui va évidemment amener à la longue une vie éternelle dans le domaine de la matière tant que l'être mental va décider qu'il en a besoin. Parce qu'après ça, il emporte son corps à sa mort, ça va de soi, comme le Nazaréen a fait. Ça, lui, il a désintégré son corps, mais disons que c'est similaire. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'homme n'a pas le quota vital suffisant. Il va donc l'accumuler d'un centre d'énergie à l'autre, ce qui va évidemment augmenter son schéma vibratoire dans la vitalité, ce qui va pousser l'astral à augmenter le sien, ce qui va automatiquement pousser le mental à se développer. Et quand l'individu arrive à pouvoir physiquement avoir rempli ses carrefours d'énergie, les chakras, automatiquement, il développe la région endocrinienne qui est correspondante. Alors, si plus tu vas monter, tu vas finir par arriver au cerveau, où tu as deux glandes principales, la pituitaire et la pinéale. Et quand l'individu arrive à pouvoir canaliser, c'est-à-dire à pouvoir ramasser le quota d'énergie, donc remplir tous ces carrefours d'énergie-là, qui sont des centres, disons à cette époque-là, parce qu'ils sont des condensateurs, des chaudières en kilomètres d'énergie. Quand tout ça c'est plein, tu fermes les deux soupapes, puis tu verses toutes tes chaudières. Alors là, l'énergie sort des centres, des carrefours, et circule chez l'homme totalement, remettant la glande pinéale en fonction, parce que chez l'enfant, elle fonctionne, une petite échelle, et développant le reste des mécanismes de la glande pinéale, qui va amener l'homme, à un moment donné, dans son corps physique, il reste, parce que la génétique l'oblige, la décence aussi, il reste exsué. Bon, décence, évidemment. Alors, l'individu est sexué, par contre, il n'a pas de sexualité à l'intérieur de lui. Alors, disons que c'est pas tout à fait pareil. Quand tu mentionnes qu'il y a déjà des individus de la 6e race... Sous-race. 6e sous-race, excuse, c'est ça qui est bien écrit, c'est moi qui ai mal lu. À quoi les distingues-tu? Moi, je les distingue, mais je ne vous dirai pas comment. Et pourquoi ces personnes sont-elles à ce niveau? Est-ce qu'ils ont vécu plus d'expérience? Merci. Bon, premièrement, être au niveau de la 5, 6 ou 7e sous-race, ce n'est pas des niveaux. Ce sont des phénomènes génétiques normaux. Tous les enfants qui naissent présentement font partie de la 7e sous-race. Les enfants qui vont naître de certains parents peuvent faire partie de la 6e sous-race. Il n'y a plus un seul enfant qui vient au monde présentement qui fait partie de l'ère du poisson, c'est-à-dire de la 5e sous-race, de la 5e race mère, la blanche. Un individu qui naît 5e sous-race peut lui-même finir par avoir un potentiel mental typique de la 6e ou de la 7e sous-race. Alors, ce qui fait que les enfants, présentement, font surtout partie de la 6e et 7e sous-race. Les adolescents, 6e sous-race, quelques rares 7e sous-race. Et plusieurs des individus, même vivants, même présentement ici dans la salle, font partie de la 6e ou 7e sous-race. Maintenant, ce n'est pas des niveaux, ce sont pas des phénomènes biologiques, c'est une race. Ça peut faire alors rapport à la génétique. Plus l'homme évolue, plus les enfants sont supérieurs, et plus les enfants sont supérieurs, plus leurs enfants sont supérieurs génétiquement parlant, donc biologiquement parlant, ce qui veut dire aussi cérébralement parlant. Et ayant un corps physique plus puissant, mieux fait, parce que donné par les parents, alors ils peuvent donc recevoir et manipuler des énergies qui sont plus fortes ou supérieures, soit en qualité, soit en puissance, soit en quantité. Alors, ce qui fait que c'est, disons, ça qui détermine une 5e, 6e ou 7e sous-race. Mais on s'en fout. Le Nazaréen faisait partie de quelle sous-race? Il est bien en avance de la 7e sous-race, en tout cas. Lorsque les gens qui naissent présentement, qui font partie de la 6e ou de la 7e sous-race, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il peut y avoir parmi ces gens-là, c'est-à-dire parmi ces entités-là, une précipitation où il faut qu'ils aient attendu le temps venu? Le temps, c'est une chose qui est illusoire, qui est réelle en même temps.
Hein? Et une chose qui est réelle et illusoire, c'est une chose qui est donc vraie et fausse en même temps. Donc, le temps, c'est relatif. C'est ça que c'est la relativité. Et dans la matière, tout ce qui s'exprime dans le temps matériel doit le faire quand la matière est prête à l'exprimer. Alors, si tu as n'importe quel phénomène d'évolution, ben, tu ne pourras pas les exprimer dans la matière si la matière n'est pas prête à les exprimer. Alors, veut pas, n'importe quel genre d'individu, 6e, 7e sous-race, ou même première sous-race de la 6e race mère, la race bleue, l'individu ne sera pas bleu, là, c'est pas les bébés bleus qui naissent, ceux qui manquent d'oxygène à la naissance. Mais ce qui va arriver, c'est que il va de toute façon falloir attendre que la matière permette à l'énergie de s'exprimer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 6e ou de 7e sous-race blanche il y a 200 ans ou il y a 300 ans, parce que la race n'est pas prête. C'est-à-dire que normalement, dans l'incarnation, il n'y aurait pas précipitation ou il y aurait tendance à avoir moins de précipitation. Pour éviter la précipitation imbécile de l'astral, il y a donc manipulation par les énergies intelligentes sur la Terre qui va faire en sorte que dans la région ou dans les régions où il y a la naissance de la 6e et 7e sous-race, qui est en Amérique du Nord, ça va de soi, eh bien, il y aura moins de naissances d'enfants. Donc, automatiquement, tu obliges, même s'ils sont pressés à revenir, la gang en haut, là, ben, tu les obliges à pas pouvoir venir parce qu'il n'y a plus d'enfants qui naissent. Bon. Il y a des états biologiques, physiques et géologiques que l'homme va traverser. Et après ces états-là, ben là, évidemment, il va y avoir pénurie peut-être un peu d'humains. Et puis là, on va remettre sur le marché les enfants. Et puis là, ils vont pouvoir se réincarner en masse. Alors, ce qui fait que s'ils sont trop pressés, ben, ils pourront pas le faire. Alors, quand ils vont pouvoir le faire, c'est-à-dire quand la matière va permettre la naissance d'enfants bien préparés, avec un système d'éducation fait par l'intelligence au lieu d'être fait par l'émotivité, hein, ben automatiquement, les entités prêtes vont pouvoir incarner à l'intérieur de tout ça, et là, ils vont pouvoir parfaire leur chemin. Alors, présentement, ils auront beau se presser, il y a de moins en moins de natalité, et puis, il y a évidemment des natalités, mais il y a des natalités en même temps. Et puis, les individus qui naissent présentement à l'intérieur de ces enfants-là, c'est des individus qui sont précurseurs. Et les précurseurs, c'est des pionniers, c'est des défricheurs, et puis c'est évidemment ceux-là qui vont devoir évoluer plus vite. Et pour évoluer plus vite, ben, c'est aussi ceux-là qui vont souffrir le plus. Oui, c'est toujours plus difficile de défricher que de semer et de récolter. Tu risques bien plus de te donner un coup de hache quand tu bûches que quand tu bûches pas. C'est ça. À moins que tu sois pas mal... Est-ce qu'il y a des affinités, Daniel, avec les gens de la 5e race, la 5e sous-race, la 6e sous-race? On sait que des gens, disons, pour la forme, là, signent pas un contrat, mais les entités qui s'incarnent ont un contrat en venant sur Terre. Est-ce qu'il y a une affinité ou une famille, si on pourrait s'exprimer ainsi, dans la 5e, dans la 6e? Dans la 5e, presque pas. Elle est naissante, disons que la famille, c'est-à-dire que par vibration, les enfants de la 6e et 7e sous-race qui vont réussir à personnaliser leur astral, donc qui vont réussir à s'éloigner de l'assujettissement de l'astral de masse, c'est-à-dire les jeunes qui vont avoir leur propre idéal, leurs propres idées au niveau de la mode, pas les jeunes qui suivent la mode totale de la masse, c'est-à-dire que toutes les fois qu'un individu est de masse, il n'est pas personnalisé. Il a une personnalité, mais il n'est pas personnalisé. Et l'individu qui va personnaliser son astral, donc commencer à identifier son mental, puis lentement l'amener à sa personnalisation. Donc, l'individu qui va avoir un phénomène émotif, astral, typique de lui, pas typique de la masse. Tout le monde fait ça, puis lui, il réagit pas pareil. Lui, il est personnalisé au niveau de son astral, donc au niveau de son ego. Ben, automatiquement, ces entités-là vont avoir des relations secrètes, vont avoir des affinités dures à définir présentement, parce que la langue française, disons, on va finir par rajouter les mots qui manquent. Ces enfants-là ou ces adultes-là finissent par avoir des relations, des contacts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, ils tombent pas en amour. Homme ou femme, ou homme, femme, ou jeune, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une complicité, donc c'est le terme. Il y a une complicité qui va s'élaborer à travers certains individus qui font partie de la 6e ou de la 7e sous-race et qui va justement leur permettre, même de vivre en société, il se passe un événement,
ces deux-là vont se regarder, vont comprendre qu'ils sont de la même race, qu'ils comprennent, même s'ils savent pas, ils vont vivre l'événement similairement, mais de manière différente du reste de la masse. Un accident d'automobile, par exemple. À un moment donné, tu regardes, tu lèves les yeux, puis tes yeux tombent dans les yeux d'un autre. Puis il se passe rien, mais toi, tu vois différemment, parce que toi, tu es différent, puis tu sais que l'autre est différent. Autrement dit, deux extraterrestres pourraient se rencontrer sur la Terre, Se reconnaître. de deux planètes différentes, ils verraient tous les deux qui sont pas de là, mais ils sauteraient pas des mains, ils diraient rien, c'est quelque chose de normal, puis ils continueraient leur chemin. Mais les enfants de la 6e et 7e sourate ne sont pas extraterrestres de par leur naissance. Je donne un exemple pour faire comprendre le phénomène. Alors, il y a une complicité, mais qu'on peut pas palper. Alors, ce qui peut finir lentement, qu'il n'y a pas de raison pour la logique, disons, de l'ère du poisson, donc de ceux qui sont encore 5e en descendant. Il y a une complicité et il y a un attrait. Mais c'est pas l'ego qui va découvrir l'attrait. Il va le découvrir lui-même. Ça va lui amener une certaine forme d'assurance. Mais il ne l'exprimera pas comme ça s'est passé dans l'ère du poisson, où ce que tu fais, c'était le mariage, ou ben non, coucher ensemble, etc. C'est pas le phénomène de la 6e sourate. C'est plus vibratoire. C'est juste vibratoire, mais donc pas physique. Et puis, c'est une complicité. Tu sais que l'autre sait. Tu sais que vous êtes peut-être différents des autres, peut-être différents l'un de l'autre, mais plus pareil que toi par rapport aux autres. Puis, il se passe rien de plus. Il n'y aura pas de vouloir rencontrer ou de vouloir suivre, etc. Curiosité, complicité, puis c'est tout. T'as pas besoin d'aller fouiller chez Non, parce que c'est pas au niveau de l'ego que ça va se passer. C'est pas au niveau de la psychologie, c'est au niveau du mental. Et plus ça va aller, plus ces entités-là vont finir par... Il va en avoir de plus en plus. Et ils vont se ramasser, d'un coup, ils sauront pas pourquoi, puis ils sont quelque part, puis d'un coup, ils en découvrent d'autres, mais disons que c'est très commençant présentement, mais dans les enfants, ça va être de plus en plus traumatisant, disons, pour la société en place. Mais il y a déjà un commencement qui est fait. Ah, évidemment. Bonsoir, Daniel. La conférence de ce soir fait que je ne comprends rien. C'est quoi la mémoire volatile? C'est quoi le Père Esprit? C'est quoi l'ego qui s'identifie à lui? C'est quoi des êtres en contact avec des faits mémoriels présents? C'est quoi la race adamique? C'est tout. Merci, Lise. Mais ce qui est bien, c'est que du moins, elle a retenu ce qu'elle n'avait pas compris. Bon. Alors, disons que... Mais je pense qu'encore qu'on peut expliquer plusieurs choses à l'intérieur de ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs individus qui comprennent, mais je veux dire, c'est juste des morceaux de casse-tête. Première chose, évidemment, disons, Lise, ce que tu pourrais faire, c'est que fouiller dans les titres de conférences que j'ai déjà fait, ou encore fouiller dans des titres de livres, peut-être pour, disons, reprendre le temps perdu, si on peut dire. Mais la mémoire volatile, c'est un terme qui définit, dans la psychologie normale, les phénomènes inconscients de l'homme, sa mémoire subconsciente. C'est un paquet de termes qui se mélangent. Dans la psychologie contemporaine, le subconscient peut aussi bien désigner la mémoire volatile que l'ego. Disons que toute l'expérience qu'un individu accumule tout au long de sa vie, toute l'éducation, tu as déjà appris la géographie, Lise, mais tu n'es pas géographe, donc ce n'est pas ta personnalité, tu n'as pas été transformé par la géographie à l'école élémentaire. Par contre, toute l'information est dans ta mémoire pareil, mémoire avec laquelle tu peux travailler, ou peut-être que tu ne peux pas travailler, mais elle est quand même enregistrée en mémoire. Si je t'hypnotise, je peux te faire fouiller là-dedans. Tout ce qui n'a pas transformé ta vie, mais que tu as appris, c'est ta mémoire volatile. Donc, tout ce que tu as appris manipule quand même ton ego. À un moment donné, tu vois un scorpion, puis hop, t'as peur. Parce que la mémoire volatile, tu sais qu'un scorpion, c'est dangereux, tu as vu ça dans Tarzan. Et puis, tu vois un scorpion sur ton plancher de cuisine, et puis tout d'un coup, tu réagis. Ça, c'est la mémoire volatile qui a enregistré ça. Par contre, un bonhomme qui a passé sa vie dans la jungle, ben le scorpion, tout le phénomène de tout ça au complet, c'est son ego à lui. Quand il va voir une Volkswagen se promener dans la jungle, là, il va avoir le même phénomène, parce que ça, c'est dans sa mémoire volatile. Tout ce qui ne transforme pas ta vie, donc, qui ne s'agglomère pas à ton ego, hein, un idole, par exemple, tout le monde veut mettons, on a un idole dans la vie. Ça peut être Superman, ça peut être Michael Jackson, ça peut être le pape, ça peut être le premier ministre, ça peut être n'importe qui. Alors, l'idole fait partie un peu de l'ego, parce que tu l'imites, tu te transformes par rapport à lui. Mais tous les autres chanteurs, ou tous les autres papes, ou toutes les autres affaires, tu les connais.
Mais ça, c'est dans ta mémoire volatile. Volatile, pourquoi? Parce que non densifié. C'est volatile à l'intérieur. Ça ne transforme pas ta vie. Mais si tu te mets à jouer au baseball à un moment donné, ben là, Gary Carter, il peut devenir important pour toi. Puis si tu veux le limiter, ben lentement, il bâtit ton ego. Mais les autres joueurs ou les joueurs de hockey, ben ça, même si tu le vois de temps en temps, c'est volatile, c'est-à-dire que c'est pas aggloméré à ton ego, ce n'est pas toi. Mais c'est des connaissances que tu as. Mémoire volatile. Et ces connaissances-là peuvent manipuler ton ego. C'est quoi le Père-Esprit? Le Père-Esprit, ce n'est pas le Père de l'Esprit, c'est l'Esprit périphérique. Mais le Père-Esprit, disons que c'est un terme un peu... C'est un terme qui vient de l'Antiquité. Et à cette époque-là, l'Esprit était l'astral spirituel et la périphérie de l'Esprit, le Père-Esprit, était l'entité périphérique à l'âme. Alors, Père-Esprit pour périphérie à l'âme, Esprit périphérique, mais aujourd'hui, l'Esprit tel que nous, on peut le concevoir, ça peut être le mental ou ça peut être encore le supramental. Donc la périphérie intérieure de l'Esprit est le Père-Esprit. C'est quoi? C'est simplement une espèce de couche dans la psychologie qui empêche la psychologie des autres de se mêler à la sienne. Autrement dit, une personne qui est facilement susceptible, pas susceptible, mais manipulée, une personne qui est sensible, une personne, par exemple, qui est un bon sujet lors de séances d'hypnose, est une personne qui a un père-esprit qui est très faible. Elle est facilement influençable par n'importe qui. Autrement dit, la personnalité mémorielle d'un individu, ben moi je passe à côté de toi, puis moi mon esprit, mon père-esprit, il vient bousiller le tien, puis je manipule un peu chez vous. Alors j'ai rien qu'à te dire, il annonce un cataclysme pour demain, tout de suite t'as peur. Parce que t'es manipulé par tout ce que je veux t'envoyer. Alors le père-esprit, c'est une enveloppe qui justement retient tes mémoires, ton expérience à toi, et ton ego est au centre. Et quand tu te promènes, ben à un moment donné, si tu rencontres un autre individu qui a une harmonie au niveau de l'âme, ben les deux père-esprits peuvent s'ouvrir et il va y avoir échange. Tu te sens bien avec, tu es sympathique. Un individu qui, vibratoirement parlant, ne fit pas, ton père-esprit se referme, il se densifie et tu le trouves antipathique. Donc le père-esprit, c'est l'enveloppe protectrice de l'âme. L'ego qui s'identifie à lui, ben vois-tu, c'est que l'individu même, l'homme, la femme, croit être quelque chose. Et ça, c'est une identification. Moi, je me fous de mon corps physique. Mais l'autre, son corps physique, c'est extrêmement important. Parce que toi, tu t'identifies à ton corps physique, puis l'autre s'identifie pas à son corps physique. Il y en a qui s'identifient à leur auto. Bon, il y en a qui s'identifient à leur femme, à leur mari. Il y en a qui s'identifient à leur bulldozer par leur gros tracteur de van. Il y en a qui s'identifient à leur bistouri. Ben, c'est quoi ça? C'est l'identification que tu as de toi. Si je donne un coup de marteau sur ton char, ou je fais un le salir, ça te fait mal, ça te pogne. Tu es identifié au char. Tu penses que c'est le char. Inconsciemment, mais le char fait partie de toi. Alors, l'identification de l'ego, c'est tout ce qui vient bâtir l'ego. Alors, si toutes les fois que ton orgueil est attaqué, c'est que je viens de toucher l'identification que tu as de toi. Alors, si je te dis, tu es laide, tu t'en fous, parce que tu ne t'identifies pas à la forme de ton corps physique. Mais si ça te frustre, ça te fait quelque chose, tu t'identifies, c'est important pour toi. Parce que quand je te dis que tu es laide ou laid, ben le mot pour toi devient une chose, puis tu dois prouver que c'est faux, puis tu dois te débattre là-dedans, tu t'identifies à quelque chose. Alors si je rentre ici, puis je trouve que c'est laid à mort ici, le salon, ben le propriétaire du salon peut être frustré. Parce que ce qu'il a créé, il s'identifie à sa création. C'est comme si je l'attaquais lui en attaquant son salon. Et si je t'attaque le corps, tu penses que je t'attaque toi. Donc, tu t'identifies à ton corps. Puis si j'attaque tes idées morales, ben, tu t'es encore attaqué. Donc, tu t'identifies à tes idées morales, à tes concepts, à tes croyances. Tout ça, c'est l'ego. C'est quoi des êtres en contact avec des faits mémoriels présents? Un fait mémoriel présent, ça a l'air d'une chose qui est ridicule. Mais n'importe quelle mémoire est présente. Elle est présente, mais elle n'est pas à notre conscience. Parce que si vous pouvez vous rappeler, exactement comme si je prenais une bobine d'un film qui dure 2 heures, bien, toutes les photos, le 2 heures du film, il est contenu immédiatement dans le présent, dans ma bobine. Et il me faut un appareil pour que moi, je puisse l'enregistrer. Mais une fois que c'est dans ma mémoire, c'est contenu immédiatement dans ma mémoire. Je peux y avoir accès ou non, mais c'est contenu immédiatement dans ma mémoire. La mémoire, elle reflète des choses passées, mais la mémoire, elle est présente. La mémoire, elle n'est pas passée.
La race adamique, c'est simplement la race, dans la Bible, on appelle ça Adam et Ève. Et la race adamique, ben, c'est simplement une race totale qui a été décrite dans la Bible sous le terme Adam et Ève, comme étant deux individus créés par Dieu à leur image et à leur ressemblance, comme on spécifie dans la Genèse. Et Dieu dit, faisons, pluriel, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est simplement une race qui a été amenée sur la terre qui s'appelait, ben, disons qu'on appelle dans le domaine humain, la race adamique, qui est la race dirigée par un individu qui pourrait s'appeler Adam, disons, c'est ce qui était dénoté au niveau de la Bible. Alors, la race adamique, c'est une race qui a été mêlée à la race humaine pour tenter de sauver une gaffe qui avait été faite, mais là, disons que je ne veux pas trop descendre en arrière, qui a été une gaffe, disons, qui a été faite au début par le créateur de cet univers-là. Et puis, problème avec, disons, certaines formes d'entités du nom de Lucifer et Satan. Et puis, pour compenser, pour régler, pour corriger ce problème-là, il y a une chose qui a été tentée au niveau de la race adamique. Et le serpent, c'est-à-dire que, disons que Ève a été tentée par, non pas un serpent, mais par une forme similaire au serpent, par la race humaine, par les mâles de la race humaine. Et à un moment donné, ben, ils ont voulu faire leur effort pour aider plus Dieu, qui, selon eux, ne comprenaient pas parce qu'ils s'identifiaient un peu trop à eux autres. Et il y a eu mixage, c'est-à-dire accouplement entre la race adamique et la race blanche humaine avant le temps. Alors, la race adamique, c'est les Adam et les Ève. Il y en a eu plusieurs. Pourquoi la nuit est-elle noire? N'est-elle pas sans relation avec l'expansion de l'univers, Gilbert? La nuit est plus noire au Canada, hein? Non, la nuit est noire simplement parce qu'on est éclairé par un soleil et que quand la Terre vire de bord, ben, le soleil est plus éclairé, donc la lumière ne se rend pas. La lumière voyage d'une façon non linéaire, c'est-à-dire que si la lumière passe au-dessus d'un trou, ben, elle va éclairer le trou. Ça a déjà ça de bon. Par contre, elle ne peut pas faire le tour de la planète Terre. Alors, les nuits sont noires. Et l'expansion de l'univers c'est pas ça qui donne le fait qu'on a des nuits noires. C'est juste l'absence de lumière. Et l'absence de lumière, ben, a symbolisé dans notre conceptualisation de l'évolution astrale, l'absence aussi de connaissance, donc l'appel des forces du mal, l'appel de toutes les forces maléfiques. Maintenant, la lumière ne chasse pas le diable ou les forces maléfiques, et le noir ne les appelle pas non plus. Par contre, l'individu qui est astral, donc l'astral de l'homme, l'ego, la psychologie de l'homme qui a peur, ben, quand elle n'a pas ses sens pour fonctionner, pour découvrir, pour vérifier l'extérieur, ben, automatiquement, elle a peur. Alors, automatiquement, dans le noir, les yeux ne fonctionnent plus, ce qui est très important chez l'être humain, et automatiquement, il a peur. Ayant peur, il baisse son taux vibratoire. Baissant son taux vibratoire, il attire donc des formes d'énergie bassement vibratoires, les forces du mal, et les forces du mal apparaissent donc plus souvent la nuit que le jour. Mais c'est un phénomène simplement d'attraction chez l'homme. L'expansion de l'univers, ben, ça n'a aucun rapport avec le fait que nos nuits sont noires. C'est simplement le fait que si on aurait deux soleils, d'ailleurs, on serait bien embêté avec deux soleils, un chaque bord. Alors, on aurait des journées totales, on aurait de la lumière en masse, puis les plantes pousseraient beaucoup, mais l'homme dormirait mal. Il y aurait un beau temps, en tout cas. Puis tous ceux qui travaillent de nuit perdraient le job. Alors, vois-tu? Daniel, vu qu'on est dans la noirceur ou la nuit, est-ce qu'on peut se parler des secrets de la nuit? Ah oui. Certains initiés prétendent avoir découvert que lorsque l'être dort lors de son sommeil, on sait qu'il y a 7 niveaux, 7 corps. Alors, il y a le corps physique, le corps vital, astral, mental, supramental, bouddhique, divin. Je vais finir, OK? Tu feras la rectification à ce que j'exprime. Et puis, lorsqu'il y a sommeil, le corps physique, naturellement, est englouti dans le sommeil, mais que l'être a un contact avec l'astral pour une certaine période de temps. L'être a un contact avec le mental pour une certaine période de temps. Là, je parle d'un sommeil normal. L'être a un contact avec le supramental pour une petite période de temps. Avec le niveau bouddhique pour une très petite période de temps et avec le niveau divin pour une très, très petite période de temps. Alors, moi, je te dis, c'est comme tel que j'ai mentionné tantôt, certains grands initiés ont prétendu avoir
connu ça. Et de ce fait, ils expliquent ceci, que lorsque le niveau divin est atteint, ce qui serait environ 30 secondes de pénétration dans ce plan-là, c'est à ce moment-là que l'être est régénéré de force vitale pour passer une autre journée. Tu sais, c'est ceux qui dorment bien, disons. Bon. Et on explique par ceci que, justement, les yogis qui, en Inde, pas tous, parce qu'ils sont très peu, ceux qui sont arrivés à dormir seulement, qui dans le passé, surtout, je pense, qui arrivaient à dormir seulement 3-4 minutes par 24 heures, c'est qu'ils s'étaient entraînés à monter et prendre et aller dans ce plan qui est le plan divin. Bon. Maintenant, ces êtres-là qui ont enseigné ça, parce que l'homme a eu connaissance par différents catalyseurs planétaires de connaissances, des formes d'énergie, l'homme a eu connaissance de ces 7 plans-là, qu'ils existaient. Et l'homme n'a pas de corps supramental présentement. Certains hommes commencent à être en contact avec, mais l'homme n'a pas de corps supramental. L'homme n'a même pas un corps mental terminé. Excuse, j'aurais dû dire plan à ce moment-là. Ah, même les plans. Ce qui arrive, vois-tu, c'est que pour voyager en plan supramental, c'est pas une entité astrale qui va aller faire un tour là. Ça va être bien malvenu. C'est-à-dire que comme qu'on explique ça, je l'ai peut-être mal expliqué, la Moi, je l'ai méthode expliqué que comme il c'est faut. expliqué, c'est que Quand l'homme dort, le corps physique, lui, n'a pas besoin de repos. Pas le corps physique qui a besoin de repos. OK? Le corps physique, le cœur ne se repose pas. Bon, le cœur se repose, c'est-à-dire que le cœur a un battement, un repos. Un battement, un repos, un battement, un repos, c'est suffisant. Bon. Et tout l'organisme physique, c'est la même chose. Par contre, la vitalité de l'homme peut perdre. Donc, l'homme, dans le sommeil, c'est-à-dire que l'homme, quand il a un corps physique qui ne dépense pas d'énergie vitale, peut recapter de l'énergie tellurique. Et c'est surtout la nuit que tu vas avoir une recrudescence d'énergie tellurique parce que l'énergie tellurique vitale va être écrasée dans la journée par la puissance d'énergie tellurique solaire. Donc, si tu rentres dans le bois le soir, tu as une vibration absolument différente que quand c'est en plein jour. Pas juste psychologiquement, tu le sens. C'est le moindrement, tu as une affinité vitale. Alors donc, l'homme, en immobilisant son corps, peut permettre, vu qu'il n'a pas l'habitude, la captation d'énergie vitale. Mais ça, tu te couches à terre, tu relaxes, c'est suffisant. Par contre, ça ne te repose pas. Ou tu médites, c'est suffisant. Ben, l'important, c'est que ton corps ne bouge pas. Bon. Mais ça ne te repose pas. Ce qui va arriver, c'est qu'au niveau astral, et c'est l'astral, c'est la psychologie de l'homme, qui lui a besoin d'être réénergisé. Parce que qui est paresseux dans l'homme? Pas le physique, c'est ta psychologie. Si tu veux pas te lever le matin pour aller travailler, c'est parce que tu vois tout ce qui se passe là. Mais si le feu de pogne chez vous, tu vas te lever en tabarouette, le physique est toujours prêt. Mais ta psychologie astrale, elle ne l'est pas nécessairement. Alors, l'astral a besoin de se réénergiser, donc de se revitaliser au niveau astral, pas au niveau vital ni physique, ça va de soi. Et lui seul sort. Donc, tu as une extra-conscientisation astrale, ce qui est connu communément sous le terme voyage astral, mais tu ne voyages pas. Hein? Ta conscience, disons, s'en va se placer ailleurs, mais il n'y a pas de voyage comme tel avec un corps astral. Et ce qui va arriver, c'est que dans le domaine de l'astral, comme dans tous les autres domaines, tu as une représentation minuscule des traces qui ont été laissées jadis. Quand je dis jadis, il y a de cela très jadis, par des entités ou par des formes d'énergie de ces plans-là, qui, eux, sont limités, c'est-à-dire qu'ils sont contenus dans l'espace-temps de nos super-univers, ce qui fait que pour l'instant, on n'en parle pas trop. Bon, revenons à notre galaxie et à notre Terre. Et si tu arrives, toi, en partant dans l'astral, à visiter différents plans de l'astral et à aller, c'est pas nécessaire que tu traverses tous ces plans de l'astral, le plan astral physique, qui est l'enfer pour une personne qui meurt, le plan astral vital, le plan astral, qui est le domaine de la manipulation humaine, le plan mémoriel, donc, de la trace vibratoire laissée par ce que le Nazaréen a fait, donc, l'astral mental, l'astral bouddhique et l'astral supramental, l'astral bouddhique et l'astral divin. Quand ta conscience astrale réussit à aller se placer, pas 15 minutes, à aller juste passer là puis revenir dans le corps physique, tu te réveilles et tu es totalement réénergisé. Ce qui fait que si tu peux faire une extra-conscientisation astrale consciemment, ça va de soi, tu es capable de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux, tu es fin prêt. Et tu es capable de ne pas fermer les yeux pantoute et de ne jamais être fatigué.
Donc, l'individu qui dort pendant 2 jours, qui se réveille aussi fatigué, c'est simplement qu'il y a les problèmes au niveau de son astral, ou de l'astral local, ou de l'astral national, ou de l'astral planétaire. Disons que c'est pas le cas pour l'instant, mais local, national, ça peut arriver, local, et surtout individuel, va faire en sorte que l'individu, de par son schéma vibratoire, ne va voyager que dans des endroits de l'astral qui vont l'empêcher d'aller justement monter dans l'astral spirituel, où il va être réénergisé pour pouvoir se réveiller en forme. Alors l'individu se couche à 9 heures, il se lève à 9 heures, dormi 12 heures, aussi fatigué que s'il n'a pas dormi. Un autre individu qui, à un moment donné, commence à se conscientiser, ou qui, de par son phénomène vibratoire astral, vibre bien, lui, il se couche, il dort 5 heures, il dort 4 heures, il se lève, en pleine forme. Plusieurs fermiers vont faire ça parce qu'au moins eux, travaillant dans la nature, n'ont pas de perturbation astrale comme l'individu qui va vivre en ville et surtout ont un contact avec l'énergie tellurique et solaire d'une façon beaucoup plus pleine parce que solaire, tu l'as en prenant du soleil, mais tu l'as en mangeant des légumes et des fruits qui sont verts, qui sont verts, une banane verte c'est compliqué, mais disons qu'ils sont mûrs. Alors, ce qui va arriver, c'est que le fermier, lui, va pouvoir récupérer plus facilement parce que l'astral ne l'empêche pas de monter haut lors de son sommeil et, vitalement parlant, ben, il est quasiment tout le temps en forme. Alors, ce qui fait que l'individu qui dort, même le grand initié, évidemment, on a initié puis initié, là, mais le grand initié humain, ben, lui avec, dort simplement, sauf qu'il a la possibilité, par attraction ou par conscientisation, de pouvoir déplacer sa conscience astrale. Déplaçant la conscience astrale, tout le phénomène neurologique va pouvoir travailler d'une façon plus relaxe. Il y a le rêve, il y a plusieurs choses qui vont se passer parce que la conscience reste en contact quand même avec les mémoires. Donc, la conscience matérielle continue à enregistrer. Et si tu vas dans cette région-là de l'astral, tu fais juste passer, tu reviens, tu es en forme. Le problème chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme descend dans un sommeil de plus en plus profond, c'est-à-dire que la conscience s'éloigne de plus en plus de l'homme. Et si tu tombes tout de suite dans un sommeil profond, donc ta conscience est carrément partie immédiatement et tout de suite, tu peux aller plus rapidement dans l'endroit de l'astral où ton astral, ta psychologie va être réénergisée et tu peux te réveiller. Mais c'est ça qui est le phénomène. Mais disons que les autres plans, présentement, l'homme a un corps physique, l'homme a un corps vital, l'homme a un corps astral, l'homme a un début de corps mental, l'homme a des maladies astrales, l'homme a des maladies vitales, l'homme a des maladies physiques, l'homme n'a pas de maladie mentale. Quand je parle du mental, évidemment, je parle du mental en termes de corps mental. Je parle pas du mental comme on l'a dans le petit Larousse ou dans le petit Robert. Et l'homme n'a pas de corps supramental. L'homme commence à être en contact avec certains individus, puis pas mal d'individus au Québec, avec l'énergie supramentale, mais le corps mental n'est même pas finalisé. Le corps mental existe quand il y a une personnalisation, ou du moins une identification. Alors, à ce moment-là, l'initié qui avait découvert ça avait découvert une demi-vérité, dans ce sens qu'il avait vu un film et il pensait qu'il voyait la réalité. Exactement, parce que l'individu qui est capable d'aller dans l'énergie divine, c'est un individu qui a une conscience divine, parce que seul le divin est accepté dans le divin. Hein? Par attraction, l'aimant attire des choses métalliques. L'aimant n'attirera pas du bois. Hein? Faut une crime de bon aimant pour attirer du bois. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'astral ne peut pas voyager dans le domaine du mental, dans le domaine du supramental. Vois-tu l'astral dans le supramental, toi? Non, ça fait définitivement du sens, parce que le corps physique sauterait. Maintenant, comment expliques-tu, parce qu'on sait que tout est régi par la loi d'attraction et le taux vibratoire, et dans l'exemple que tu donnais tantôt, qui était très bien, que l'individu qui a un haut taux vibratoire et qui peut dormir immédiatement en se couchant, il a accès à ces niveaux dormir immédiatement, mais descendre dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond, c'est ça. Comment expliquer qu'il y a des gens qui ont un taux de vibratoire très bas au niveau astral et qui dorment seulement 3-4 heures par nuit? Bon, pour la simple raison que leur taux vibratoire, OK, est peut-être bas, mais n'est pas assujetti à des plans vibratoires qui sont plus bas. Le problème, c'est qu'est-ce qui détermine qu'un taux astral est bas? C'est l'âme. Et l'âme, elle, même si tu as, par exemple, l'âme, tu as le taux vibratoire de l'âme, ton taux vibratoire astral bas, l'âme est sale, on pourrait dire. Par contre, l'ego, c'est l'ego qui voyage. La conscience, c'est au niveau de l'ego, pas au niveau de l'âme. Ah, OK. Bon, mais les problèmes de l'ego, les merdes de l'ego, les handicaps de l'ego vont faire que lui va aller là ou non. Alors, un individu qui a un taux vibratoire astral bas, mais qui a un ego qui n'a pas de conflit, lui, ben, en voyageant, il voyage dans un endroit où ça va bien.
Parce que la polarité extérieure de l'astral n'est pas la même polarité que chez l'individu, c'est-à-dire chez l'ego. Alors, on n'a pas la même chose. Ce qui est bon pour l'ego peut être très mauvais pour l'astral. Ce qui est mauvais pour l'ego peut être très bon pour l'astral. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive. Alors, ce qui fait que c'est l'ego, c'est la conscience astrale qui voyage, et non pas l'âme qui se promène. L'âme reste au niveau du corps physique, quand l'individu dort. Par contre, sa conscience s'en va ailleurs. Donc, l'individu n'a pas conscience du corps physique, il n'a pas conscience de phénomènes extérieurs que le physique va capter. L'individu va avoir conscience qu'il vole. Bon, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent. La conscience astrale est sur un oiseau, sur une feuille, sur le vent, sur les molécules d'air, sur un avion, donc l'individu vole. Et l'interprétation que l'individu va faire, bien évidemment, pour se rassurer, puis il peut se voir lui-même voler. Mais si l'individu se voit voler, c'est que sa conscience n'est pas dans lui. Il est ailleurs, vu qu'il se voit voler. Bon, il y a des phénomènes de même. Alors, c'est la conscience, c'est l'ego. C'est lui. Alors, même un individu qui a une astralité, disons, basse, ben, son ego, lui, son état psychologique est comment? Ben, c'est cet état psychologique-là qui va déterminer la rapidité ou dans quel niveau de ton astral tu vas aller rêver. Donc, tu vas voyager. C'est juste ça qui détermine ça. Alors, c'est pour ça qu'un individu qui a un problème psychologique grave, ben, il va faire des rêves en rapport sur le problème psychologique. Pas en rapport avec ses expériences. Même s'il a déjà été médecin, même s'il a déjà été pilote d'avion, même s'il a déjà été n'importe quoi, ben, c'est son ego. C'est le problème de l'ego-là qui détermine ses problèmes psychologiques. Et les rêves vont être énergisés ou la source des rêves va être probablement l'endroit où il va dans l'astral. Oui, l'endroit où la conscience va être capable de communiquer l'information au mental, c'est-à-dire au cerveau. Donc, l'individu rêve, il peut se rappeler de son rêve. Par contre, l'astral, à un moment donné, c'est-à-dire que la conscience astrale va voyager dans des endroits tellement puissants que ça ne peut pas être interprété par l'ego. Donc, il voyage dans des formes d'énergie, ça parle d'autres langues, c'était mieux. Puis lui, il comprend pas. Symbolique. Oui. Alors, ce qui fait qu'il peut monter très, très, très haut au niveau des sphères de l'astral, aller dans l'astral supramental, dans l'astral bouddhique, dans l'astral divin, et dans une certaine région de l'astral, il va être réénergisé complètement. Puis c'est un astral qui n'est pas si haut que ça, qui est beaucoup plus proche de la planète Terre qu'on peut penser. Est-ce qu'à ce moment-là, plus l'individu évolue, c'est-à-dire moins symbolique seraient les rêves, parce que les rêves, c'est très difficile à expliquer. C'est sûr qu'un rêve normal, un rêve, on le symbolise nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'ego refuse toujours d'accepter la réalité. L'ego transforme et l'ego ne croit pas quand le mental n'interprète pas. Et le mental va interpréter selon la logique de ses mémoires. Parce que le mental, ton intellect fonctionne à partir de ce que tu connais. Hein? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ton rêve va avoir une certaine forme de symbolisme pour la simple raison que tous ces mécanismes-là sont en fonction. Mais normalement, moi, je rêve régulièrement, mais j'ai pas de message dans mes rêves, j'ai pas de symbolique dans mes rêves, je rêve des choses. Si je suis en contact avec un astral qui va se matérialiser, ben j'ai une idée de ce qui va arriver. Sauf que c'est pas un paquet de symboles. Je connais l'astral, je sais comment ça fonctionne, j'ai pas besoin de me faire des masses, des bebelles pour pas avoir peur. Puis quand l'astral ne me plaît pas, ben je la transforme. Je veux dire, on rêve ce qu'on veut rêver aussi à un moment donné. Mais il y a plus de symbolique dedans. Tu rêves pas à un cheval qui écrase une fourmi pour te dire que tu risques d'avoir un accident demain matin. C'est à un moment donné. Tu rêves que tu vas avoir un accident ou tu le rêves pas, puis tu peux avoir un accident comme tu peux ne pas en avoir, parce que l'astral, c'est trompeur comme tout ce qui est psychologique. Alors, ce qui fait que la symbolique des rêves... Tu viens de mentionner, Daniel, que lorsque tu rêves, tu contrôles, si j'ai bien compris, jusqu'à un certain point, comme que tu fais dans la vie, tu contrôles l'astral. Comment en es-tu arrivé à faire ça? Ben, c'est simple, en le contrôlant, en s'amusant, à un moment donné, c'est ça. De toute façon, j'aurais pas le temps de le dire. Est-ce que les lois sont les mêmes pour cela durant l'éveil et durant le sommeil? Un individu qui contrôle totalement son phénomène astral peut contrôler totalement sa psychologie astrale réveillée. Parce qu'un rêve réveillé, où ce que le phénomène t'est apporté par tes sens, puis un rêve endormi, où les informations sont apportées par les sens intérieurs, par tes mémoires, il n'y a pas grande différence. Sauf que tu vas dire, oui, mais mon corps n'est pas impliqué peut-être, mais la manière que tu réagis par rapport à l'événement, c'est la même chose. Un individu qui voit un monstre apparaître chez lui a peur. Un individu qui rêve à des monstres, il a peur aussi.
À un moment donné, tu comprends ce qui se passe, tu contrôles ce qui se passe, puis tu manipules le manipulateur. Puis c'est le mental qui permet ça. Ça va de soi. L'homme qui va être en contact ou qui est en contact avec l'énergie supramentale durant la nuit, qu'est-ce qui se passe comparé avec un individu qui dort Bon, un normalement? individu qui est en contact supramental, c'est simplement parce que sa conscience astrale est capable de s'extra-conscientiser, donc il dort, et elle est capable de s'en aller dans une région où elle va pouvoir être énergisée. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de perturbation astrale. L'âme ne peut plus attaquer l'ego, la conscience de l'ego est ailleurs, dans un endroit qui est supramental, donc au niveau de l'astral, et donc il n'y a pas d'atteinte. Pendant ce temps-là, l'énergie supramentale peut descendre chez l'homme par l'intermédiaire du mental, le transformer sans qu'il y ait de problème, parce qu'évidemment, la conscience astrale n'est pas là pour voir ce qui se passe. Hein? Elle est au chaud quelque part dans un grenier. Et puis, la transformation va se passer, donc l'individu va avoir un contact. Mais le contact se fait rapidement. Tu n'as pas un contact supramental toute la nuit. À moins que tu sois dans un état de conscience supramentale, mais là, ça regarde plus ce que je dis là. Alors, c'est une fraction de seconde, mais c'est ce que tu as besoin aussi pour te réénergiser au niveau de ton astral. Et c'est rien qu'à ce moment-là qu'il peut y avoir de descente. Sinon, tu es en voyage, tu informes ton mental, ton intellect de ce qui se passe, puis l'énergie supramentale ne peut pas rien faire pendant ce temps-là. Ça va de soi. Est-ce qu'on sait que durant l'éveil, lorsqu'on a un contact supramental, on l'oublie automatiquement? Et puis, ça ne sert à rien d'essayer de le retrouver. C'est important. L'astral peut Durant se la rappeler nuit- d'un contact supramental seulement s'il a été interprété et analysé par le mental. Parce que sans ça, l'astral, elle ne connaît rien du supramental, elle ne peut même pas mémoriser quoi que ce soit. Il faut que le mental l'ait analysé avant. Absolument. Qu'est-ce qui se produit durant la nuit? Est-ce que